Boker Tov, Moadim Lesimcha, nous sommes le 2 octobre 2018, le 23 Tishri 5779. Nous disons encore Moadim Lesimcha parce que nous sommes Isru Chag en Chutz Laaretz, dernier jour de Simchat Torah, jour de Simchat Torah, et en Israël nous sommes donc à Isru Chag après des Akafot Shniot. Nous allons en reparler dans quelques instants dans le courant de cette heure d'actualité. Daniel Haïk est au micro, David Amara est à la technique. Heureux donc de vous retrouver ce matin après les fêtes de Tishri pour une nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité qui va débuter comme chaque matin par un premier journal d'information vers 8h10. Nous évoquerons le souvenir de Charles Aznavour, surtout sa proximité sincère avec l'État d'Israël. Nous en parlerons avec Benny Boré, ce que l'on peut considérer comme le maître de l'événementiel en Israël, qu'il avait fait venir à plusieurs reprises ici en Israël. Nous parlerons avec lui donc de cette proximité de Charles Aznavour pour l'État d'Israël. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique qui sera consacrée justement au Akafot Shniot, et nous reparlerons de ces Akafot vers 8h45 avec du son et des réactions de participants à ces Akafot Shniot, en particulier à celle de la Yeshiva d'Ar Hamor dans le quartier d'Ar Homa, qui ont drainé plusieurs milliers de personnes hier dans le cadre de cette grande Yeshiva de la mouvance sioniste religieuse. Ce sera tout de suite après la revue de la presse que j'aurai le plaisir de vous présenter, donc vers 8h35, et nous terminerons cette heure d'actualité, je le pense, avec un hommage rendu à Charles Aznavour par une de ses admiratrices, Elisa Arak, qui viendra dans notre studio donc vers la fin de cette heure d'actualité. Pour l'instant, premier journal d'information comme chaque matin, et l'on reparle dans ce premier journal d'information des discussions entre les Égyptiens et le Hamas afin de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza après une fin de semaine dernière particulièrement mouvementée, la poursuite hier de lancers de ballons incendiaires qui ont provoqué plusieurs incendies dans le pourtour de la bande de Gaza. Ces discussions ont repris en début de semaine au sein du quartier général des renseignements égyptiens au Caire. Les Égyptiens s'efforcent actuellement de rapprocher les positions du Fatah et du Hamas, car ils estiment que c'est là la clé d'un règlement et d'un apaisement, mais il n'est pas certain que l'on soit à la veille d'une réconciliation entre les deux frères ennemis du mouvement palestinien. Il faut souligner qu'au cours des derniers jours, depuis son retour de New York, où il avait pris la parole à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, Mahmoud Abbas a lancé un véritable ultimatum en direction du Hamas. Soit je récupère toute l'autorité civile et sécuritaire dans la bande de Gaza, soit je gèle le versement des 100 millions de dollars que l'autorité palestinienne verse au Hamas chaque mois. Une décision qui aurait pour conséquence immédiate de paralyser, voire même de faire chuter le régime du Hamas à Gaza. Pour l'instant, il ne semble pas que cette menace fasse plier les négociateurs du Hamas au Caire. En Israël, on affirme que la semaine dernière, lors de leur rencontre en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, Binyamin Netanyahou a demandé au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de faire pression sur Abou Mazen afin justement qu'il lève les sanctions qu'il a déjà imposées à Gaza, et ce dans l'espoir d'éviter une nouvelle tension. Mais il ne semble pas donc pour l'instant que Mahmoud Abbas se plie aux demandes égyptiennes. Il faut rappeler que vendredi dernier, les manifestations du Hamas se sont durcies. Les forces israéliennes ont dû faire usage d'un feu conséquent pour empêcher les émeutiers palestiniens de franchir la frontière ou de menacer même cette frontière. Bilan de ces affrontements, 7 Palestiniens tués. De même, ces derniers jours, les tirs de ballons incendiaires se sont poursuivis. On estime qu'il s'agit là de pression faite par le Hamas pour justement obtenir gain de cause autour de la table des négociations au Caire. Côté israélien, on note que le Hamas n'a pas réagi à ce qui s'est passé vendredi dernier, peut-être dans l'espoir de parvenir à un apaisement avec les négociateurs égyptiens, de faire progresser en tout cas les négociations dans ce dossier. Mais ce n'est pas tout. Parmi les incidents et les indices d'instabilité dans la bande de Gaza, celui lié à l'UNRWA est l'un des plus préoccupants, au moins pour les forces de sécurité israéliennes. En effet, à la suite de manifestations, la moitié de la direction de l'organisme onusien a évacué la ville de Gaza. Il y aura aujourd'hui une grève générale dans le système éducatif de Gaza pour protester contre le limogeage de nombreux enseignants qui recevaient leur salaire de l'UNRWA et qui se retrouvent donc au chômage à la suite du gel du financement américain de cette organisation. Encore un point important, durant Simchat Torah, certaines sources libanaises avaient fait état d'une médiation norvégienne afin de régler le dossier douloureux de la restitution des corps des 2 soldats Hadar Goldin et Oron Shaul. En Israël, on a démenti cette information et le Hamas se refuse de la confirmer.
L'évacuation du village bédouin illégal de Khan el Ahmar en Judée risque d'intervenir dans les prochains jours, peut-être même dès aujourd'hui, et il pourrait être violent. Il faut rappeler que dans ce dossier, l'armée israélienne avait accordé aux habitants un délai jusqu'au 1er octobre afin d'évacuer les lieux de leur plein gré. Mais les habitants n'ont pas bougé, donc Tsahal devrait devenir, dans le cas précis, le bras réalisateur de la décision de la Cour suprême qui, je vous le rappelle, avait ordonné il y a 3 semaines la destruction de ce village qui a donc été construit sans autorisation. Au sein de Tsahal, on estime que si l'hypothèse d'une évacuation se confirme, les habitants provoqueront des émeutes violentes. Le député du camp sioniste Itzik Shmouli va déposer dès aujourd'hui un projet de loi visant à obliger tout détenteur d'un vélo électrique en Israël à posséder un permis de conduire de cet engin. Ce projet de loi semble s'imposer après que 16 Israéliens aient été tués depuis le début de l'année en conduisant un vélo électrique ou en étant victimes de chauffards alors qu'ils conduisaient eux-mêmes un tel vélo. L'objectif du projet de loi est de réduire considérablement le nombre d'accidents de la route dans lesquels les vélos électriques sont impliqués. Durant la fête, il faut le rappeler, 2 personnalités, 2 personnes connues, dont un jeune pianiste virtuose orthodoxe, Raïm Tokachinski, et un adolescent de 17 ans, Ari Necher, le fils du metteur en scène israélien Avi Necher, ont été tués dans des circonstances semblables alors qu'ils conduisaient un vélo électrique. Ils ont été percutés par des conducteurs qui ont même quitté les lieux sans leur porter secours. Et les 2 conducteurs ont été par la suite arrêtés et ils sont en détention. Donc le député Itzik Shmuel tente de juguler ce fléau qui s'impose sur les routes israéliennes. Et puis parmi les fléaux contre lesquels il faut lutter également, il y a aussi les grandes parties naturelles nocturnes qui rassemblent des milliers de jeunes Israéliens dans des lieux isolés, souvent dans des forêts. L'une de ces parties s'est terminée hier de manière dramatique avec la mort de 2 personnes, un homme de 55 ans d'Ashkelon, un jeune de 27 ans de Kiryat Shmona. Cette soirée avait été autorisée par la police, mais il semble que les 2 victimes aient pu librement consommer de la drogue et que celle-ci soit à l'origine de leur mort subite. En Israël comme en France et d'ailleurs dans le monde, l'annonce de la mort de Charles Aznavour a provoqué une onde de choc et de tristesse. Charles Aznavour était un grand chanteur très apprécié aussi en Israël où il s'était rendu plusieurs fois durant sa très longue carrière. Il était venu en Israël la dernière fois il y a moins d'1 an. Il n'avait jamais caché son affection pour l'État d'Israël et parlait souvent du destin commun du peuple juif et du peuple arménien. Nous reviendrons donc dans quelques instants sur sa disparition avec Benny Boré, le maître de l'événementiel du haut niveau en Israël, qui le connaissait particulièrement bien. Et puis pour terminer sur quelque chose de plus réjouissant, sachez que des dizaines de milliers de personnes, peut-être même des centaines de milliers de personnes ont participé hier à travers le pays au traditionnel Akafot Shniot, les secondes Akafot qui permettent de célébrer une soirée de plus la fête de Simchat Torah et de danser autour des rouleaux de la Torah. Les principales akafot se sont tenues sur la place Rabin à Tel Aviv, devant le Kotel à Jérusalem, mais également, comme je vous le disais en introduction, et comme nous allons le voir donc à la fin de cette émission, dans la yeshiva de Har Hamor, dans le quartier d'Ar Homa, Jérusalem, en présence de milliers de jeunes et de moins jeunes, dans une atmosphère tout à fait particulière, survoltée, on peut le dire. Nous allons en parler donc plus longuement vers la fin de cette heure d'actualité. Quoi qu'il en soit, sachez que la météo est pleinement estivale aujourd'hui, comme elle l'a été durant toute la fête de Sukkot. Il fait très chaud. Il a fait très chaud durant Simchat Torah. Il devrait continuer à faire chaud aujourd'hui avec un plein soleil, des températures très élevées pour la saison. 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Il est 8h10 sur Studio Qualita. Nous allons marquer une première pause musicale, je l'espère peut-être, si je peux prendre au dépourvu notre ami David Amara, une chanson de Charles Aznavour, si c'est possible. Non, c'est pas possible, alors on le fera dans le courant de cette heure d'actualité. Mais en tout cas, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Benny Boré pour parler justement du grand chanteur disparu hier.